Vous savez, il y a des histoires qui nous marquent, qui nous collent à la peau. Oui, complètement. Et puis il y en a d'autres, on ferme le livre, le générique de fin défile et pouf, c'est comme si on avait déjà tout oublié. On a fini le popcorn et l'histoire est partie avec. C'est ça. Alors c'est quoi cette alchimie? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la grande question. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça en plongeant dans un livre qui est un peu une référence absolue pour les scénaristes. C'est Story de Robert Mackie. La Bible, oui. L'idée, c'est pas de devenir des scénaristes, mais de comprendre les rouages, les mécanismes qui font qu'une histoire nous attrape et ne nous lâche plus. Et le point de départ de Mackie, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il martèle la différence entre les principes et les règles. Ah oui, c'est un point central chez lui, c'est crucial. Une règle, ça dit fait comme ça. C'est rigide. Alors qu'un principe, c'est voilà ce qui fonctionne et ce qui a fait ses preuves depuis des millénaires. La différence est énorme. Énorme. Les règles, c'est pour les amateurs qui cherchent une recette de cuisine. Les principes, c'est pour les artistes. Ils maîtrisent la forme, ils n'obéissent pas bêtement. C'est une idée qui est assez libératrice en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire. Et exactement. Il y a des fondations solides et sur ça, on peut construire à peu près ce qu'on veut. Et j'imagine qu'une de ces fondations, c'est, comment dire, de créer des histoires qui parlent à tout le monde. Il en parle avec sa distinction entre archétype et stéréotype. Oui, et c'est le point de départ de tout. Pour lui, une histoire archétypale, c'est une histoire qui touche à une expérience humaine universelle. Voilà, mais, et c'est là toute la subtilité, elle incarne cette expérience universelle dans un cadre culturel hyper spécifique, unique, détaillé. C'est ce mélange qui est magique. Et le stéréotype, du coup? C'est l'inverse. C'est une coquille vide. Ça prend des clichés culturels, des généralités, et il n'y a aucune vérité humaine en dessous. Donc, pour simplifier, une histoire stéréotypée sur le Mexique, ce serait des sombreros et des cactus. C'est un peu ça, oui. Alors qu'une histoire archétypale, ça se passerait au Mexique, mais à travers les détails de cette culture, ça nous parlerait de nos propres familles, de nos propres doutes. C'est exactement ça. Il donne l'exemple de «comme l'eau pour le chocolat». Un très bon exemple. Le film il est imprégné de culture mexicaine, les recettes, les traditions. Mais le cœur du récit, c'est quoi? C'est la lutte d'une femme entre le devoir et le désir. La tradition contre le changement. Et ça, c'est universel. Du coup, une histoire stéréotypée reste locale, alors qu'une histoire archétypale peut voyager partout dans le monde. Elle a un passeport pour le monde entier. C'est ça l'idée. Ok, donc le cap est clair, on part de l'universel, mais on l'ancre dans le spécifique. Mais bon, concrètement, comment on construit ça? Quelles sont les briques de base, les Legos d'une histoire selon Mati? Alors là, on entre vraiment dans la mécanique. Maki voit l'histoire comme des poupées russes, emboîtées les unes dans les autres. Et pour comprendre, il faut commencer par la plus petite unité, ce qu'il appelle l'événement narratif, le story event. L'événement narratif? Et sa définition est très précise. C'est un changement significatif dans la vie d'un personnage. Un changement qui est vécu et exprimé en termes de valeur. Une valeur. Alors là, il faut préciser, on ne parle pas de valeur morale, comme la gentillesse ou l'honnêteté. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Les valeurs narratives, ce sont les grandes qualités de l'expérience humaine qui existent sur un spectre, positif et négatif. Comme vie et mort. Vie et mort, c'est la plus fondamentale, mais aussi amour-haine, liberté-esclage, vérité-mensonge, justice-injustice, espoir-désespoir. Un vrai événement narratif, ça fait basculer le personnage d'un pôle à l'autre. D'accord. Et j'imagine, le point le plus important, c'est que ce changement, il ne peut pas juste arriver par hasard, jamais. C'est la clé. Le changement doit naître d'un conflit. Il donne un exemple aussi. Si un personnage est en train de mourir de soif et qu'une pluie miraculeuse le sauve, c'est un événement. C'est un événement, oui, mais pas un événement narratif. C'est juste de la chance. En revanche, si, pour survivre, il doit se battre contre quelqu'un d'autre pour la dernière gourde d'eau, et qu'il gagne, Ah, là, le changement de mort imminente à vie a été provoqué par une action. il a été gagné, il est le fruit d'un conflit. Le changement est mérité. Ok, donc on a notre brique de base, l'événement. Mais comment on les assemble? J'imagine qu'il y a une architecture. Absolument. C'est une hiérarchie, très claire. Le plus petit élément, c'est le bit. C'est un échange action-réaction. Je t'aime, je sais. Ça, c'est un bit. Un temps. Voilà, plusieurs bits forment une scène. Et la scène, pour lui, c'est l'atome de l'histoire.
Une action dans un lieu et un temps continu qui fait basculer une valeur. Il est très strict là-dessus, non? Très. Il dit que si à la fin d'une scène, la valeur est la même qu'au début, si rien n'a changé pour le personnage, alors la scène ne sert à rien. Il faut la couper. Attends, mais ça c'est radical. Ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour les scènes d'ambiance, les moments un peu plus contemplatifs, où on laisse juste le personnage respirer. Et c'est une excellente question. Et c'est là qu'il faut être subtil. Pour Meké, même une scène d'ambiance doit provoquer un changement. Il n'est peut-être pas énorme. Il peut être interne. Exactement. Un personnage regarde par la fenêtre, et son espoir se transforme en doute. La valeur espoir-désespoir a bougé d'un cran. Un autre se sent en sécurité, et un bruit suspect à l'extérieur fait basculer la valeur de sécurité à menace. Le changement est là, même s'il est subtil. Je vois. Ce n'est pas forcément une explosion, ça peut être un frémissement. D'accord. Et donc, au-dessus de la scène, il y a quoi? Au-dessus, on trouve la séquence. C'est un ensemble de scènes, 2 à 5 en général, qui construisent un changement encore plus grand. Puis les séquences s'organisent en actes, qui se terminent par un renversement majeur. Et enfin, les actes forment l'histoire complète, qui mène au climax, au changement final, absolu, irréversible. C'est cette structure un peu pyramidale qui donne sa force au récit, en fait. Sa cohésion et sa puissance émotionnelle, oui. Cette structure en acte, c'est bon, c'est le modèle classique, le modèle hollywoodien qu'on a tous en tête. Mais il y a plein de films qui essayent de casser ça, non? Des récits beaucoup plus éclatés. Est-ce que Maki en parle justement? Ah, mais bien sûr. Et c'est là qu'il introduit son outil le plus connu, je crois. Le triangle de l'histoire. Le fameux triangle. C'est une sorte de carte de tout ce qui est possible en narration. Il ne dit pas «voilà la bonne façon de faire», il dit «voilà toutes les options». D'accord. Et sur cette carte, il y a quoi? Aux 3 coins du triangle, il y a 3 grandes formes. Au sommet, il y a l'archiplote, la structure classique dont on vient de parler. L'archiplote, donc un protagoniste actif, un conflit externe, une réalité cohérente, un temps linéaire et une fin fermée. Star Wars, Le Parrain, ce genre de film. Voilà. La grande majorité des films. C'est la forme dominante parce qu'elle est incroyablement efficace. Mais dans un autre coin, on a le mini-plot, le minimalisme. Alors là, les règles changent. Complètement. Le protagoniste est souvent passif, il subit plus qu'il n'agit. Le conflit est surtout interne. Et, point crucial, la fin est souvent ouverte. Le spectateur repart avec des questions. Des films comme Lost in Translation, peut-être? Parfait exemple. Ou Paris, Texas. Et puis, dans le troisième coin, J'imagine que c'est là qu'on met les trucs les plus bizarres. c'est ça. C'est l'antiplot, l'antistructure. Là, on cherche à déconstruire, à parodier les conventions de l'archplot. Le temps peut être non linéaire, les réalités incohérentes. La coïncidence remplace la cause à effet. Exactement. L'objectif, c'est souvent de dire que le monde est absurde, chaotique. On peut penser au Monty Python ou à certains films de Jean-Luc Godard. C'est une démarche qui dit «La vie n'est pas un scénario bien écrit, alors pourquoi le cinéma devrait l'être?» Ce qui est fascinant avec ce triangle, c'est que ce n'est pas rigide. La plupart des films ne sont pas exactement sur un sommet, mais quelque part à l'intérieur. Précisément. C'est une carte, pas des boîtes. Un film peut avoir une structure très classique, donc archplot, mais se permettre une fin ouverte, qui est un élément de mini-plot. Ça permet de nuancer. Ça permet de tout analyser. Un film comme Everything Everywhere All at Once, il est en plein milieu. Il utilise des outils de l'antiplot, comme les réalités multiples, le chaos, mais pour raconter une histoire de famille très classique, très émouvante, qui relève de l'archplot. D'accord. Bon, abordons un autre grand débat. On l'entend tout le temps. Qu'est-ce qui est le plus important? L'intrigue ou le personnage? On a l'impression qu'il faut choisir son camp. Et pour Maki, poser la question de cette manière, c'est ne rien avoir compris du tout. C'est un faux débat, pour lui. Un faux débat total. Structure et personnage, ce ne sont pas deux choses. Ce sont les deux faces de la même pièce. Pour le piger, il faut faire sa distinction, encore une, entre la caractérisation et le vrai caractère. Alors la caractérisation, j'imagine que c'est ce qu'on voit de l'extérieur. L'âge, les vêtements, sa façon de parler. C'est exactement ça. C'est la somme de tout ce qui est observable. Son métier, son QI, sa playlist sur Spotify, la voiture qu'il conduit. C'est la surface. Et le vrai caractère. Le vrai caractère, lui, est invisible. Il ne se révèle que d'une seule façon, à travers les choix qu'un personnage fait sous pression. Plus la pression est forte, plus le choix est difficile et plus la révélation est profonde. Ah mais oui, C'est là que tout se connecte en fait.
La fonction de la structure, de l'intrigue, ce n'est pas juste d'enchaîner des événements. Non. Sa fonction première, c'est de créer une pression, un étau, qui se resserre sur le personnage pour le forcer à faire des choix. Des choix qui nous disent qui il est vraiment. Tu as tout compris. L'intrigue est la machine conçue pour révéler le caractère. J'ai lu des scénarios où on me décrit un personnage sur 10 pages. Sa couleur préférée, ce qu'il a mangé au petit déjeuner. C'est de la caractérisation. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait quand tout s'effondre. Voilà. Est-ce qu'il ment sous la pression? Est-ce qu'il est lâche, courageux? C'est ça qui compte. Son exemple de l'accident de bus est... Il est incroyable. Il est parfait. Une autoroute. D'un côté, une femme de ménage sans papier dans une vieille camionnette. De l'autre, un neurochirurgien célèbre dans une voiture de sport. Leur caractérisation est aux antipodes. Et là, un bus scolaire rempli d'enfants a un accident juste devant eux. Le bus prend feu. La pression ultime. Et soudain, leur statut social, leur compte en banque, tout ça ne veut plus rien dire. La seule question, c'est qu'est-ce qu'ils font? Qui s'arrête? Qui accélère par peur d'avoir des ennuis? S'ils s'arrêtent, qui appelle juste les secours en restant à distance? Et qui se précipite vers les flammes pour essayer de sauver un enfant, au risque de tout perdre? Et ce choix-là en dit plus sur eux que toute leur biographie. C'est indissociable. La structure crée la pression. La pression force le choix. Le choix révèle le personnage. C'est un seul et même mouvement. C'est limpide. Ok, donc on a une structure solide qui met la pression sur des personnages pour révéler leur nature profonde. C'est le moteur de l'histoire. Mais ce moteur, il nous emmène où? Une histoire doit bien vouloir dire quelque chose, non? Avoir un propos. Bien sûr. Et ça, c'est le sommet de la pyramide de Mackey. C'est ce qu'il appelle l'idée directrice, la controlling idea. L'idée directrice, et il insiste beaucoup là-dessus, ce n'est pas un thème. Un thème, c'est juste un mot. L'amour, la guerre. C'est un sujet, ce n'est pas une idée. Une idée, c'est un point de vue sur ce sujet. C'est une affirmation. C'est une affirmation. L'idée directrice, c'est une phrase unique qui résume le sens de l'histoire, la conclusion à laquelle le récit nous mène de manière organique. Et cette phrase, elle a une structure très précise, si je me souviens bien. Oui, une formule toute simple, mais très puissante. Valeur plus cause. La phrase doit exprimer la valeur centrale à la fin de l'histoire, donc sa charge positive ou négative, et la cause principale de ce changement. Ok, prenons un exemple. Pour un film noir, très pessimiste, ça donnerait quoi? Ça pourrait être le crime détruit tout, valeur négative, parce que la violence et la paranoïa empoisonnent toutes les relations humaines, cause. Et pour un film plus optimiste, Un film de sport, par exemple. la victoire est possible, valeur positive, lorsque le talent individuel se met au service du collectif. Cause. C'est fou, parce que ça devient une sorte de boussole pour l'auteur, en fait. Chaque scène, chaque dialogue doit servir d'une manière ou d'une autre à prouver cette idée. C'est exactement ça. L'histoire n'est plus une simple succession d'événements, elle devient la démonstration vivante d'une idée sur le monde. Et le spectateur ne doit pas l'entendre, il doit la ressentir. Il doit la vivre. C'est toute la différence entre un pamphlet et une œuvre d'art. Si on devait résumer, alors, les clés de Meki pour une histoire qui nous marque, ce serait quoi, Somme? Bah, D'abord, s'appuyer sur des principes universels, pas sur des recettes toutes faites. Ensuite, construire le récit avec des événements qui provoquent un vrai changement, du plus petit échange jusqu'au grand bouleversement final. Et cette architecture, elle n'est pas là pour faire joli. Elle sert à mettre les personnages sous une pression telle qu'ils sont forcés de révéler qui ils sont vraiment, à travers leurs choix. Et tout ça, au final, pour exprimer une vision du monde, une idée directrice qui donne un sens à toute l'histoire. Que même avec les fondations, le champ des possibles est infini. On peut aller du film hollywoodien le plus classique à l'expérimentation la plus totale. J'aimerais finir sur une dernière pensée, une idée qui m'a vraiment frappée à la lecture, mais qui suggère que l'arche-plot, la structure classique, Ouais. ce n'est pas juste une convention de scénariste. Pour lui, c'est comme un miroir de l'esprit humain. C'est la façon dont on organise nos propres souvenirs, dont on essaye de donner un sens au chaos de nos vies. C'est une idée très forte. Et ça pose une question assez vertigineuse, je trouve. Est-ce que nos histoires imitent la façon dont notre cerveau fonctionne? Ou est-ce que, à force de se raconter des histoires sur ce même modèle depuis des milliers d'années, est-ce que ça n'a pas fini par modeler la façon même dont on perçoit notre propre existence?